Alors oui, combien coûte la Ferrari 296 GTB 2023 que j'ai la chance de conduire aujourd'hui? Merci d'ailleurs à son propriétaire Luc Poirier pour le prêt de la voiture. Une voiture d'importance pour le constructeur italien, évidemment, puisqu'on vient remplacer une longue série de Ferrari à moteur central avec moteur V8. On sait qu'on a eu la 458, 488 et finalement la F8 Tributo qui était la dernière du genre à moteur V8. Et là, bien, on arrive avec un moteur 6 cylindres, donc V6, avec hybridation. C'est une voiture hybride rechargeable. D'ailleurs, c'est assez particulier d'apercevoir une plaque verte sur une Ferrari comme celle-là. Ça demeure une voiture de très, très haute performance où on n'a absolument pas de compromis par rapport à un moteur à 8 cylindres côté accélération, côté sonorité également. Mais évidemment, il fallait chez Ferrari passer à la prochaine étape, celle de l'hybridation nécessaire pour pouvoir continuer à commercialiser ce genre de voiture-là. Alors évidemment, la voiture est arrivée sur le marché en cours d'année 2022. Elle se décline également en version 296 GTS, donc à toit Targa rétractable. Essentiellement, GTB, ça signifie Gran Turismo Berlinetta, alors que si vous optez pour une GTS, c'est Gran Turismo Spider, donc on roule à ciel ouvert, ça coûte un peu plus cher, mais ce qu'on a ici, c'est une version GTB à toit fixe, avec évidemment plusieurs options et avec la couleur d'origine de Ferrari, qui est le jaune. Plusieurs pensent que le Rossa Corsa, qui est le rouge Ferrari, c'est la couleur officielle de la marque, mais non, c'est ce jaune qui est la couleur officielle de Ferrari, bien que ce soit moins populaire que le rouge. Alors bien sûr, cette voiture-là s'inspire au niveau conceptuel de la SF90 qui aura été la première du genre chez Ferrari, une voiture avec hybridation, hybride rechargeable évidemment. Alors, ce qu'on a sous le capot arrière de cette voiture, c'est un moteur V6, 3 litres au niveau de la cylindrée à angle de 120 degrés, donc quand même fortement incliné, c'est très particulier. Moteur qui fait 654 chevaux, on parle évidemment que du moteur à essence ici, parce qu'il y a un moteur électrique qui vient s'ajouter à ça, qui lui fait 164 chevaux pour une puissance maximale combinée de 818 chevaux, c'est ce qu'on obtient ici. Et puisque c'est une voiture hybride rechargeable, il y a possibilité de rouler en mode tout électrique sur une certaine distance qui n'est pas très longue, on va l'avouer. Lorsque j'ai quitté avec cette voiture-là, on affichait 25 km d'autonomie électrique une fois la pleine charge obtenue et j'ai pu faire à peu près 19 ou 20 km avant que le moteur se mette définitivement en marche. Évidemment, il y a différents modes de conduite sur la voiture, mais on peut rouler en tout électrique avec une voiture comme celle-là. Essentiellement, ça ressemble également à ce qu'on va offrir du côté de chez McLaren avec la Artura, mais avec un niveau de puissance et j'avouerais de raffinement qui est encore supérieur parce qu'on sent la voiture extrêmement solide et sans fin au niveau de la puissance. C'est particulièrement impressionnant. De son côté, Ferrari annonce une autonomie électrique de 15 000, donc 23 km essentiellement, et c'est à peu près ce que vous serez en mesure de faire dans les meilleures conditions avec cette voiture-là. C'est une hybride rechargeable, on la recharge à peu près en 1 heure, alors c'est pas très, très compliqué. Batterie de 7,45 kWh qu'on va retrouver dans cette voiture-là. Donc évidemment, c'est une hybride, mais qui n'est pas nécessairement conçue pour être plus efficace sur le plan environnemental. On va surtout chercher un avantage au niveau de la performance, comme on le fait avec la McLaren Artura. Sauf qu'ici, bien, ça permet quand même de pouvoir quitter le domicile, de rouler 10 ou 20 km en mode tout électrique, en silence, pour ne pas déranger personne, parce qu'une fois que le moteur V6 s'est mis en marche, bien, c'est aussi sonore, croyez-moi, que le précédent moteur V8 qu'on proposait dans la F8 Tributo. Je vous dirais que la sonorité mécanique de cette voiture-là est un des éléments clés qui font en sorte qu'on a énormément de plaisir au volant. Parce que souvent, avec un moteur V6, on n'aura pas la sonorité et l'exotisme d'un moteur à 8 cylindres, évidemment. Plusieurs constructeurs vont proposer désormais des moteurs à 6 cylindres dans des voitures exotiques. C'est le cas de Maserati avec la MC20, où la sonorité m'a franchement déçu. C'est absolument pas le cas ici. Alors, je pense que Ferrari était conscient de l'importance de conserver une sonorité vraiment exotique. Et là-dessus, on a réussi le pari à 100 %.
Quelques données techniques supplémentaires maintenant. On peut conduire la voiture en mode tout électrique jusqu'à hauteur de 136 km/h avant que le moteur V6 se mette officiellement en marche. Alors, c'est quand même impressionnant de pouvoir pousser cette voiture-là sans nécessairement y aller avec un certain dosage. On peut accélérer très promptement en mode tout électrique. On a énormément de puissance d'ailleurs pour le faire et ce jusqu'à 136 km/h. Évidemment, tant que vous avez de la charge au niveau de la batterie. Mais évidemment, selon les modes de conduite, vous pourrez régénérer une certaine autonomie électrique. Donc, regagner un peu d'énergie pour pouvoir ensuite conduire en tout électrique. Alors ça, c'est quand même impressionnant. Autre élément qui est très impressionnant avec la 296 GTB, c'est son poids. 1470 kg seulement. C'est à peine le poids d'une berline compacte qu'on va vendre chez nous au Canada. Alors, c'est particulièrement impressionnant d'obtenir 818 chevaux de puissance dans une voiture parfaitement calibrée avec une masse aussi légère. Alors, c'est 20 kg de moins qu'une McLaren Artura au niveau de la masse totale pour une puissance supérieure par plus de 150 chevaux, ce qui est quand même très, très, très impressionnant. Autre élément qui est très impressionnant en ce qui me concerne, c'est évidemment le design de la voiture, qui est complètement différent de ce qu'on nous servait avec la F8 Tributo, évidemment. Il y a beaucoup de rappels sur certains anciens modèles exotiques qu'on a commercialisés au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, devrais-je dire. Certains éléments de cette voiture-là, notamment la partie arrière, me rappellent fortement la Ford GT qu'on avait commercialisée en 2005-2006. On a aussi cette lunette partiellement vitrée à l'arrière à travers laquelle on peut apercevoir la motorisation. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que Ferrari l'a teinté et ne l'a pas créé de façon totale, comme si on était un peu gêné de montrer un moteur à 6 cylindres avec hybridation, parce que oui, vous allez apercevoir le câble orange à travers la lunette qui est fumée. Alors ça, c'est un peu particulier, mais ça fait quand même partie des éléments de design de cette voiture-là. Évidemment, bien, vue de l'arrière, c'est une voiture qui rappelle en tout point la SF90, au niveau des feux, au niveau de la forme également. Alors, c'est une voiture particulièrement sublime et que je trouve justement différente des autres voitures exotiques qu'on a lancées ces dernières années chez la compétition. Il est honnêtement difficile d'exprimer à quel point cette voiture-là est talentueuse sur la route parce que, bien sûr, c'est une voiture de circuit de haute couture, en ce sens que c'est une voiture extrêmement agile et ultra performante, 818 chevaux pour moins de 1500 kg. Je vous donne une idée de ce que ça peut donner comme rapport poids-performance, mais c'est vraiment exceptionnel. Châssis ultra rigide, une direction dont la précision est probablement une mesure étalon dans l'industrie. C'est vraiment exceptionnel. Mais ce qui est aussi exceptionnel, c'est que c'est une voiture qui se conduit de façon très conviviale au quotidien sur la route. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de voitures exotiques, comme les Lamborghini par exemple, qui sont très capricieuses au niveau de la conduite et qui vous font souffrir énormément pour aller chercher un niveau de performance exceptionnel, pensez par exemple à la Huracan Evo, eh bien ici, on a une voiture qui se conduit très facilement. N'importe quel non-initié à ce genre de voiture-là va facilement y trouver son compte et va se sentir bon conducteur instantanément parce qu'honnêtement, ça se conduit très facilement. Bon, évidemment, il y a des proportions avec lesquelles il faut composer. Ce ne sont pas les proportions d'une voiture traditionnelle, mais n'empêche, la suspension fait un travail exceptionnel, pardonne beaucoup. C'est surprenant de voir à quel point la 296 GTB peut être confortable, aussi drôle que ça puisse paraître. Vous n'êtes pas évidemment dans une Lincoln Continental, là. Ça n'a rien à voir. Mais le confort de cette voiture-là, sa solidité, son raffinement, le sentiment de confiance qu'on obtient lorsqu'on la conduit, c'est quand même assez particulier. Bon, évidemment, vous roulez en tout électrique, il y a ça aussi de particulier parce que vous roulez dans un silence total, dans une voiture carrément exotique qui fait tourner les têtes de façon exceptionnelle. Et je vous dirais que le truc le plus cocasse, c'est d'aller se recharger sur une borne de recharge du circuit électrique ici au Québec, à côté de Chevrolet Bolt, de Volkswagen ID4 et de Tesla Model 3. C'est très, très drôle d'aller brancher la voiture. J'ai pu le faire et honnêtement, j'ai trouvé ça assez particulier. Bon, évidemment, lorsqu'on pense à ce genre de voiture-là, on ne pense pas à l'aspect environnemental, au fait qu'on puisse conduire en tout électrique. Le seul élément qui nous vient en tête, c'est la performance, ce que la 296 GTB livre avec brio. Parce qu'honnêtement, la technologie qu'on retrouve dans cette auto-là, combinée au fait qu'elle soit légère et qu'elle soit ultra puissante,
et également très agile, bien, ça en fait une véritable voiture d'exception. Il n'y a pas que des bonnes voitures dans le monde de l'exotique. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, mais je vous avoue que Ferrari, ici, a réussi un tour de force parce que non seulement ici, on réussit à combiner les avantages d'une voiture qui peut rouler tout électrique, donc hybride rechargeable, mais sans qu'on ait le sentiment de couper au niveau de la performance ou de faire qu'1% de compromis. C'est vraiment une voiture d'exception. La sonorité mécanique, j'adore. Les paliers de changement de vitesse, écoutez, la vitesse d'exécution pour passer les vitesses, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est une voiture d'une grande précision. C'est un jeu d'enfant à conduire. Et évidemment, il y a différents modes de conduite. Vous pouvez rouler en tout électrique, vous pouvez rouler en mode hybride, qui serait le mode quotidien, le mode performance dans lequel je suis présentement, et finalement, le mode qualification, où là, bien évidemment, vous tombez en mode course et la voiture devient carrément démoniaque. Mais c'est une voiture ultra polyvalente, fascinante à conduire. Plus on défile les kilomètres à son volant et plus on découvre des éléments de sa conduite qui sont chaque fois très impressionnants. Alors pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Vous allez me dire, oui, c'est facile de tomber en amour avec ce genre de voiture-là, mais encore une fois, je reviens sur le fait qu'il y a plusieurs voitures exotiques qui déçoivent énormément. Il y en a chez Ferrari notamment. C'est certainement pas le cas de la 296 GTB. Cependant, si au niveau de la conduite, c'est une voiture qui est particulièrement impressionnante, il en va autrement au niveau de l'ergonomie de la planche de bord qui, elle, est un véritable cauchemar. Alors, je commence par cet écran qui est destiné aux passagers où vous allez retrouver beaucoup de fonctions, exception faite, bien sûr, de ce qui concerne la conduite automobile. Alors, chauffage, climatisation, navigation, système audio, tout ça, vous allez le retrouver dans l'écran qui est ici. Très bien fait, très facile à utiliser pour le passager et c'en est à ce point facile que ça rend jaloux le conducteur qui, lui, doit composer avec un écran situé derrière le volant où tout se gère via des boutons placés sur le volant. Un cauchemar ergonomique. On ne retrouve en fait qu'à la droite du volant que des commandes primaires pour le système de chauffage climatisation, mais tout le reste, c'est gérable via un petit pavé tactile qui est logé sur le volant. Et évidemment, lorsqu'on vient placer Apple CarPlay ou Android Auto au centre de l'instrumentation, bien, on perd une foule d'informations vitales. Il faut donc sortir du menu, jouer avec ce petit pavé tactile qui est imprécis, beaucoup moins précis que la direction, je dois le mentionner, pour finalement aller chercher l'information qu'on souhaite obtenir. Il y a la visualisation tête haute qui nous permet d'avoir la vitesse reflétée, bien sûr, dans le pare-brise, mais sinon, je vous avoue qu'il y a beaucoup de lacunes ergonomiques et ça, c'est vraiment enrageant, surtout dans l'optique où on a conçu une voiture pour la performance, où on ne veut pas distraire le conducteur, parce qu'à tout bout de champ, même après plusieurs milliers de kilomètres, j'en suis persuadé, le conducteur va continuer de chercher des commandes qui sont non intuitives au niveau de l'ergonomie. Alors, c'est vraiment mal foutu, ce système-là. J'espère que Ferrari pourra corriger ou remédier à la situation, mais j'ai l'impression que sur le plan du design, on a voulu épurer la planche de bord au maximum pour faire un environnement moderne. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est réussi. C'est un environnement luxueux, raffiné, avec des matériaux de haute couture, où évidemment, on ne vient pas jucher un gros écran en plein milieu de la planche de bord, comme on le fait sur plusieurs voitures modernes, pensez aux voitures Tesla notamment, mais ça coûte en ergonomie. Et ça, c'est la grosse lacune de la 296 GTB. Bon, 100 km/h, ça se fait comme ça. Ferrari annonce un 0-100 km/h avec cette voiture-là en 2,9 secondes. C'est vraiment instantané et on sent que la voiture peut continuer de pousser sans cesse jusqu'à des vitesses folles. C'est un jeu d'enfant pour cette voiture-là de monter en régime, d'accélérer sans jamais s'essouffler. Alors ça, c'est évidemment fascinant. Mais le truc que je retiens de cette voiture-là, c'est que c'est un véritable partenaire de danse parce que on fait corps avec elle instantanément et plus on la conduit, plus on l'apprivoise, mais c'est quelque chose de très facile. Alors, apprendre à conduire une voiture exotique
si on commence avec une voiture comme celle-là, bien, c'est le nec plus ultra, honnêtement. Il y a des voitures qui vont vous faire déchanter littéralement dans ce créneau de véhicules-là. Encore une fois, c'est pas parce qu'on paie une fortune pour une voiture exotique qu'elle est particulièrement talentueuse, mais dans ce cas-ci, c'est un véritable coup de cœur. Je vous avoue même la préférer à la dernière F8 Tributo, qui est une voiture, évidemment, qui était caractérisée par son moteur V8. C'était le dernier de la série, bien sûr. Alors, côté sonore, c'était vraiment exceptionnel. Mais je pense qu'ici, on est à un niveau supérieur en matière de conduite, de maniabilité, de convivialité aussi, parce qu'encore une fois, c'est une voiture qui se conduit très bien sur les routes du Québec. Faites attention au nid de poule, évidemment. On n'est pas à bord d'un Chevrolet Blazer. Mais j'insiste sur le fait que ce soit une voiture extrêmement facile à conduire. On se rapproche de la Porsche 911 en termes de facilité d'adaptation. Alors, c'est vraiment, vraiment un compliment pour une voiture de ce genre-là, sachant évidemment qu'il y a plusieurs Ferrari qui ont été peut-être un petit peu plus compliquées, qui demandaient plus de doigté que cette 296 GTB, que j'adore, vous l'aurez compris. Avec la 296 GTB, comme avec plusieurs des Ferrari qui existent sur le marché, bien, il y a deux défis qui se présentent. D'abord, réussir à mettre la main sur une unité parce que vous aurez compris qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres pour ce genre de véhicule-là. C'est ce qui fait que les valeurs demeurent très, très, très élevées sur le marché d'occasion, si on peut s'exprimer ainsi. Mais l'autre défi, évidemment, c'est de pouvoir la payer parce qu'à 373 113 $ en prix d'entrée sans option, c'est quand même une voiture passablement coûteuse. Vous allez ajouter à ça, tenez-vous bien, 7 665 $ de frais de transport, 8 400 $ de frais de préparation et 1 413 $ de frais autres qu'on va ajouter au concessionnaire, incluant la taxe d'assises d'air climatisé, taxe de pneus, frais d'administration, etc., etc. Et on ajoute à cette voiture-ci pas moins de 51 000 $ d'options. C'est quand même pas rien. Je vous en nomme quelques-unes en rafale parce que, bien sûr, j'ai la très longue liste des options ici. Alors, étriers de frein qui sont peints en jaune, c'est 1 640 $. Vous allez avoir le tunnel central de transmission en fibre de carbone qui est 4 373 $. Des insertions de carbone au tableau de bord, 5 467 $. Une autre insertion de fibre de carbone sur le volant, c'est encore le même prix, 5 467 $. Vous allez avoir, bon, évidemment, un rétroviseur électrochimique à l'intérieur, 1 457 $. Insertion de cuir à la planche de bord, 911 $. Des sièges qui sont à ajustement tout électrique, c'est 7 654 $ et j'en passe. Alors, il y a énormément d'options et le grand prix total de cette voiture-là, c'est 441 613 $. C'est le prix de la voiture que vous voyez ici, évidemment, avant les taxes. Il faut considérer qu'il y a une taxe de luxe qui vient avec cette voiture-là, qui représente 10 % de la facture totale. Donc, vous ajoutez à tout ça 44 161 $ de taxes de luxe pour un grand total de 485 774 $ plus taxes, ce qui représente, si vous faites un chèque taxe incluse, 558 519 $. Ça, c'est le prix de la voiture. Et admettons que vous décidez de la financer, parce que je m'amuse toujours à imaginer ce que pourrait coûter mensuellement une voiture comme ça sur un terme de 6 ans, bien, c'est pas compliqué. À un taux de 8,99 % sur un terme de 72 mois, vous débourseriez 10 065 $ par mois. Pas plus compliqué que ça. Alors, le coût total, admettant que vous financiez la voiture, bien que ce soit totalement inimaginable, bien, ça serait de 724 680 $. Si on l'avait financé sur un terme de 6 ans, mais personne ne le fait, évidemment. Alors, c'est quand même une voiture qui peut coûter très cher. Mais quand même, je vous rappelle le prix de cette voiture-là, si vous deviez faire un chèque demain matin, c'est 558 519 $ qu'il faut débourser pour pouvoir rouler dans un bolide comme celui-là. Une voiture qui est exclusive, une voiture qui est absolument fascinante à conduire, qui est une véritable beauté et qui, surtout sur le plan technologique, est particulièrement impressionnante. Pas besoin de vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à la conduire aujourd'hui, cette fameuse Ferrari 296 GTB. Et je remercie encore son propriétaire, Luc Poirier, de s'être prêté au jeu parce que prêter un bijou de cette valeur-là, c'est pas tout le monde qui le ferait.